Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nancy, Nancy Forum International Construction Bois 2024 et avec mes trois invités, nous allons parler frugalité. Frugalité, un mot important aujourd'hui dans la construction. À côté de moi, monsieur Julien Rouby, bonjour. Oui, bonjour. Julien, vous êtes architecte. Oui. Et votre agence, c'est RHB Architecte. RHB Architecte, effectivement. Vous nous présentez l'agence en deux mots? Oui, alors on est basé à Strasbourg. C'est une agence d'architecture créée en 2009, composée de trois associés, donc Julie Emerlet, Nicolas Brigand et moi-même, Julien Rouby. Voilà, on exerce donc depuis une dizaine d'années sur la région alsacienne et un peu plus loin aujourd'hui. Et on travaille avec notamment COSA sur un projet à Strasbourg. Voilà. Bonne transition. Monsieur Benjamin Colbock, bonjour. Bonjour. Benjamin, vous êtes architecte également et donc votre agence s'appelle COSA Architecte ou Architecture, c'est architecte. Dites-moi tout sur cette agence. Alors COSA, c'est une agence qui est basée à Paris, qui travaille un peu partout en France, sur des projets, sur des marchés publics, sur des équipements, écoles, des réhabilitations, des constructions neuves, sur des bureaux, des hôtels, bon, un peu tout type de programme. Et on a eu l'occasion donc de travailler ensemble avec RHB sur ce projet. Voilà, et on va voir le projet dont on va parler, c'est l'INSA, c'est ça hein? C'est ça. À côté de vous, monsieur Vincent Danière, bonjour. Bonjour. Vincent, vous êtes aussi architecte et votre agence s'appelle l'Atelier des Vergers, c'est ça? C'est ça, donc c'est une agence basée à Saint-Étienne de 25 personnes et qui travaille principalement sur la construction bois, un peu dans sa transversalité, aussi bien en marché public qu'en logement, voilà, avec différents pôles voilà, qui traitent plutôt ces types de marchés. Même question à tous les trois. Pour vous, la frugalité, quand je dis frugalité dans la construction, qu'est-ce que ça veut dire? Mauvaise question. Très bonne question. Question simple, réponse qu'on va essayer de faire la plus rapide possible et simple possible. Très probablement essayer de dépenser moins, de dépenser mieux de matière, de ressources, d'énergie, en faisant appel à plus de matière grise, à plus de collaboration, à plus d'intelligence dans l'acte de construire. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Madec, poser la question de l'architecture, c'est poser la question de transcender peut-être l'acte de construire de façon à apporter du bonheur, disait Philippe. En tout cas, réfléchir aux usages, être attentif aux usagers, être soucieux de construire pour le temps long, des bâtiments qu'on imagine réversibles dans le temps. Donc se méfier un peu des fonctions surdéterminées à un moment donné pour peut-être essayer de transcender un peu les questions du programme au moment X. Donc vous voyez que ça embarque avec ça beaucoup de questions. Énormément de choses. Hein. Vous êtes d'accord sur cette définition? Oui, ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'allais dire la même chose. C'est faire mieux avec moins et c'est prendre conscience du déjà là en fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est sur un projet, il y a souvent un déjà là et le connaître, le comprendre, c'est déjà un grand pas en fait vers sa transformation. Et vous? On pourrait simplement compléter, mais pour paraphraser ce qui est dit, simplement c'est faire une architecture de bon sens, tout simplement, être là pour aujourd'hui et pour demain et pour de longues années, et faire des choses qui sont utiles pour les futurs usagers ou habitants des espaces qu'on essaye de construire. Voilà, la frugalité, ce n'est pas que de l'économie de matière, on est d'accord? Non, c'est surtout un surcroît d'intelligence. Surcroît d'intelligence, ça c'est bien. On va commencer, on va aller avec vous, on va parler d'une école. Où est cette école? Parlez-nous du projet et puis après vous nous direz en quoi ce projet est frugal. Je vais essayer de faire ça. Donc c'est une école qui se situe dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, sur une petite colline, donc dans un site très en pente, avec un maître d'ouvrage en fait qui souhaitait étendre son bâtiment pour créer une partie cantine périscolaire un peu plus adaptée en fait aux usages et réhabiliter ensuite après thermiquement tout le bâtiment. Et nous en fait on a
il n'y avait pas de demande spécialement frugale, il n'y a pas de demande spécialement écologique, il n'y avait pas vraiment de demande en fait, mis à part ce que je vous ai exposé au préalable. Et donc on a eu une démarche, on va dire, un petit peu atypique où on a cherché à re-questionner le programme avec les utilisateurs, donc ce qu'on appelle nous une démarche participative, dans lequel on est venu voir avec eux les besoins réels en fait, entre ce qu'on nous propose et ce qui a vraiment lieu d'être fait en fait, sur place. Et c'est là-dedans où, en fait, où on s'est inscrit dans une démarche frugale, bon, même si après effectivement on a rénové avec des matériaux bois, avec de l'isolant biosourcé, avec une ressource locale puisqu'on a été chercher du bois local, des gens locaux, mais principalement le travail il a été de bien calibrer en fait les choses et de le faire avec les utilisateurs dans une démarche en fait d'utilisateur-acteur. Enfin voilà. Et vous êtes allé interroger les enseignants, les personnels de la mairie, j'imagine. Enfin, alors toutes les personnes qui travaillent dans ce lieu pour voir un peu ce dont ils avaient vraiment besoin par rapport au programme. Ça commence par là en fait. C'est un peu ça, mais c'est un peu plus que ça. C'est-à-dire que c'est réunir les acteurs en fait. Donc oui, effectivement, il y avait les instituteurs, il y avait aussi les enfants, hein, puisque il y a une partie élémentaire, donc des enfants qui ont déjà l'opportunité de donner des clés en fait de leur usage des lieux. Il y avait des parents d'élèves, il y avait des ATSEM, il y avait des gens du périscolaire, il y avait des gens de l'entretien. Enfin voilà, il y avait toutes ces personnes-là qui étaient réunies et on n'est pas allé seulement les interroger en fait, on les a fait participer en fait au projet, c'est-à-dire que on a eu deux phases de projet qui sont deux parties du projet, c'est une partie extension et une partie qui est venue finalement de la partie extension qui a été de la création d'une cour un peu spécifique et on a travaillé pour la partie création de projet sur un jeu de plateau en fait où nous on avait créé le bâtiment avec une maquette et on est venu en fait avec une maquette démontable en fait, hein, où on pouvait modifier les espaces en live avec eux. Voilà, donc on a pu travailler avec ça parce qu'on se rend compte finalement que quand on présente des plans à des gens qui ne sont pas spécialistes en fait ils ne comprennent rien en fait à ce moment-là. Voilà, ils ont du mal à appréhender, donc là ils se projettent beaucoup plus dedans. Donc on a fait ça et dans ce travail-là, on a réussi à optimiser ce qu'on avait prévu de faire au départ. Donc ça, c'était déjà un point assez positif. Et le deuxième point, c'est qu'on a révélé en fait un usage qui n'avait pas été abordé, qui était le fait d'avoir une cour active, une cour en fait qui servait à cet usage précis en fait, qui était le périscolaire le matin, la cantine le midi, le périscolaire le soir, et qui n'avait pas d'existence jusque-là dans l'école. Mais par contre, voilà un manque avec des ATSEM qui devaient aller surveiller dans une cour ailleurs. Enfin voilà, toute une complexité, on va dire. Et donc là, on a créé, on a mutualisé et on a fait quelque chose de central en fait dans le projet. D'accord, quelque chose de central. Donc ça c'est l'aspect conception, on va dire, et même conception bien en amont du projet. Ensuite, dans le projet en lui-même, où va la frugalité ? Alors, on a construit, on va dire, après avec des matériaux biosourcés, géosourcés, puisqu'on a été chercher du bois local, hein, du bois de la forêt qui était presque en face, hein, on la voit à vol d'oiseau. On avait ça après, on va dire, c'est ce que je dis, nous on essaie de mettre les ingrédients dans nos projets en fait avec une conception qui permet localement de répondre aux entreprises. Après, il faut encore avoir la chance d'avoir ces entreprises. Donc là, ça a été le cas. Donc on avait une entreprise qui était à 4 km du site, on avait du bois qui était à 10, on avait un scieur qui était à 20. Voilà, donc on a réussi à fédérer, on va dire, tout ce petit monde autour et donc avoir une construction qui était, oui, écologique. Après, voilà, moi je sens plus la frugalité dans notre travail sur cette question, on va dire, de démarche en fait, au-delà du projet, oui, de construire de manière. Mais tout le monde devrait le faire aujourd'hui. Il n'y a même plus de questions à se poser. Okay. Merci. On va voir comment a été votre approche. Donc là, vous travaillez ensemble sur un même projet. Quel est ce projet ? Alors, il s'agit de la restructuration d'une école d'architectes et d'ingénieurs qui est l'INSA à Strasbourg, anciennement INSAIS. Donc, vous imaginez la gageure pour des architectes de construire une école d'architecture. Il va y avoir de la pression là. Il y a de la pression, je vous le confirme. Sous l'œil vigilant, mais néanmoins intransigeant des ingénieurs. Donc le contexte est âpre. C'est un concours qu'on a gagné en 2015. Donc ça fait... ou non, 2014 même. Fin 2015, pardon. N'hésitez pas à prendre le micro pour parler. Hein. Fin 2015, oui, concours lauréat en fin 2015. Donc ça va faire... quasiment 10 ans qu'on travaille dessus et on attaque la dernière tranche qui est la tranche dite 2B. Donc on a restructuré une partie de l'école, on a fait une extension neuve qui est le département architecture et on attaque là une autre partie de restructuration de l'école. Alors, par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, est-ce que les étudiants de cette école, comment vous avez abordé le projet avec eux éventuellement ?
Est-ce qu'il y a une démarche participative ou en tout cas de communication? Alors, je me permets de répondre et je vais laisser Julien enchaîner, vous allez comprendre pourquoi. Oui, dans la mesure où Julien est un ancien élève de l'école, mon associé est un ancien élève de l'école. La pression, elle est encore plus La pression était absolument au top, mais néanmoins, je pouvais faire du collaboratif directement au sein même de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement le rôle essentiel de Benjamin, parce que sur les 5 associés composés de RHB et de COSA, 4 sont issus de l'école, dont un est notamment double diplômé ingénieur et architecte. Donc avait en plus cette double culture de ce qui se pratique aujourd'hui à l'INSA. Donc le rôle de Benjamin, il est essentiel pour nous aider à prendre du recul aussi sur la conception du projet, parce que nous, on était très impliqués à la fois à l'époque comme étudiants, mais en plus aujourd'hui comme enseignants ou souvent participant à des jurys de diplôme de fin d'études. Donc du coup, naturellement, c'est créer, on va dire, ce lien assez fort avec les usagers de l'école. Mais alors on parle du monde enseignant, on parle des étudiants, on parle du personnel administratif et du personnel plus logistique. Et c'est avec tout ce monde-là aussi qu'on a, en guillemets, un peu re-questionné des points fondamentaux du programme pour aller peut-être au-delà de la demande. Voilà. On va au-delà de la demande et alors on va parler, on va être obligé de focaliser, hein, on ne pourra pas parler de l'ensemble du projet, mais sur notre idée de frugalité, comment est abordée la frugalité? Par quel biais vous l'abordez dans ce projet? Peut-être ce qu'on peut mettre en avant, c'est vraiment le fait qu'on travaille en site occupé, dans un site extrêmement contraint. Donc on doit faire avec le déjà là, évidemment, donc le mettre en valeur. Le mettre en valeur, c'est le révéler. On a un patrimoine des années 60 qui est déjà très riche, très intéressant, qui a été un petit peu perturbé par des ajouts ici et là pendant il y a quelques années, quelques décennies. Donc travailler avec ce déjà-là, c'est déjà beaucoup en termes de frugalité, c'est révéler des structures, les consolider, les valoriser, les mettre en valeur. Parfois, c'est simplement les révéler, c'est-à-dire être frugal, c'est des fois simplement révéler un espace, le montrer. Donnez-nous un exemple, par exemple. On a certains espaces tels que des grands ateliers de TP, de travaux pratiques, qui sont des belles charpentes, des belles structures en béton. On est sur un patrimoine des années 60. Sur lesquels les interventions sont vraiment plus de l'ordre de la mise en sécurité et de la mise en valeur des volumes, l'apport de lumière naturelle pour tout simplement les mettre en valeur. Parce que les années se sont passées, les usages se sont opérés dans ces bâtiments et on avait perdu la lecture des qualités spatiales intrinsèques au bâtiment. D'accord, ça c'est quelque chose à aller retrouver. Et finalement, si on parle matériaux, si on parle, l'intervention est minime, on va dire. Sur certains endroits, oui. Sur certains endroits, oui. Et sur les autres endroits, oui, il a fallu faire des interventions plus importantes. Et je vais vous demander quoi, par exemple, et comment, là, on travaille la frugalité? Alors, il y a des constructions neuves, du coup, dans le dispositif. Donc, celles-ci sont conçues avec le recours très fort à la construction bois, donc avec ce matériau durable. Et sur des parties existantes où il y a des réhabilitations un tout petit peu plus lourdes, on a aussi essayé de développer la thématique du réemploi, avec notamment la question d'un revêtement de sol en terrazzo. Peut-être que tu veux en dire un mot, Benjamin. Alors le revêtement de sol en terrazzo, oui, il y avait un carrelage. Le carrelage, on ne pouvait pas le réutiliser, donc on l'a gratté, on l'a concassé, on en a fait un nouveau terrazzo. Donc vous irez à l'INSA, vous verrez le sol qui a l'air parfaitement neuf, en fait, et du réemploi de l'ancien sol. Dans le bâtiment neuf que l'on a construit, au-delà du bois dont parlait Julien, il y a aussi la volonté de montrer la vérité de la construction. Alors pourquoi? On est évidemment dans une école d'architectes et d'ingénieurs, donc l'objectif c'est de montrer qu'on fait de l'architecture avec les éléments de la construction, tous les éléments de la construction, la structure, mais également les fluides, l'électricité, etc. Donc tous les tuyaux sont montrés, tout est apparent. Et le bâtiment est conçu comme un organisme. Il n'y a pas de gras, entre guillemets, c'est-à-dire que les poutres en bois portent. Parfois, vous avez l'impression qu'elles arrivent dans le vide et qu'elles ne portent pas. En fait, elles rigidifient le plancher du dessus. Donc, rien n'est gratuit, rien n'est formel. Tout dessin a une justification constructive. Rien n'est inutile, en fait. Tout à fait. Je vous ai coupé. Non, il y a cette notion effectivement de toujours lutter, de ne pas rajouter des couches qui ne serviraient à rien ou que à du décor. Et effectivement, tous les matériaux restent nobles. On a du béton, il y a du bois, il y a des équipements techniques. Tout est révélé, tout est visible. Et on freine à tout prix l'ajout ou la surconsommation, l'ajout de matériaux qui n'auraient peut-être pas besoin d'être là. Mais cela au service
de la qualité spatiale, de la qualité de la lumière, des usages, etc. Ce n'est pas une démonstration technique en tant que telle Oui, qui n'aurait pas de sens. On ne va pas démontrer qu'on est complètement frugal, mais on s'intéresse évidemment à ce qui se passe à l'intérieur et aux usagers, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça qui fait que si vous allez voir le département architecture, ça se présente comme un énorme cap-plat, donc une superposition d'énormes pièces de bois qui en fait font un étage de haut et qui, par la structure, dessinent en dessous des apports de lumière différents, des relations à l'extérieur différents et qui en fait fabriquent de fait des usages différents, des parties ateliers où on produit, des parties au contraire où on présente les projets, où on donne les cours. Donc c'est assez intéressant de voir comment ce dispositif constructif qu'on a essayé d'apurer, de rendre le plus... Alors, la question du minimal est une question complexe, en tout cas minimum en termes de dessin, fabrique en fait plein d'usages différents et plein de façons de vivre différemment le bâtiment. On arrive un petit peu au terme de notre échange. Est-ce qu'il y a sur ces bâtiments ou même sur votre approche de la frugalité quelque chose sur lequel vous voulez appuyer? Par exemple, Daniel. C'est vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la question effectivement d'inclure les usagers en fait. Comme je vous ai appelé Daniel, c'est Vincent. C'est Vincent, vous m'en voudrez pas. C'est pas grave. Mais oui, c'était d'inclure les usagers en fait au cœur du dispositif en fait, hein, les rendre acteurs en fait de la construction et avoir cette intelligence là en plus voilà de la nôtre pour faire des projets toujours les plus adaptés possibles, voilà, dans une sorte de mise en retrait un petit peu de l'architecture, même si au total on cherche quand même à faire voilà, un bâtiment, on a des idées sur l'architecture qu'on veut développer, et en même temps la question de la vie intérieure elle est quand même très liée aux usages, et donc ça on essaye de s'y approcher le plus possible dans une vérité en fait qui est celle des usagers. Voilà, surtout ne pas oublier l'usage et l'usager. À vous. Alors la question est pas facile. Je tiendrai moi à souligner l'importance il faut que l'on arrive tous ensemble collectivement, entreprises, maîtres d'ouvrage, bureaux de contrôle, politiques, programmistes, architectes, usagers, à essayer de faire en sorte pour faire collectif, faire simple. La question de la frugalité, je reste convaincu, c'est trouver les bonnes articulations d'éléments simples qui à terme fabriquent de la complexité, mais on ne gère pas 18 000 couches de complexité. Et évidemment, j'attaque par là un réglementaire qui parfois dépasse totalement, qui est un réglementaire qui quitte le bon sens. Je vous donne un exemple, typiquement dans la question du carbone actuel, le réemploi est extrêmement peu valorisé. Je le sais parce qu'on a plusieurs opérations, on se casse les dents sur la question réglementaire carbone. Si un jour, par exemple, il y a la fameuse taxe carbone, si le carbone commence à avoir un coût, ce sera valorisé. Pour l'instant, le carbone n'est la question du réemploi n'est pas du tout valorisée. Donc c'est un peu Don Quichotte, on se bat contre des moulins à vent, parce que si on n'est pas aidé, voilà. Donc, ça reste du bâtiment démonstrateur, ça reste de la démonstration. Et on n'est pas encore dans la norme. En fait. Non, et de l'opportunité. Typiquement, le carrelage, on l'a fait. Il n'était pas le terrazzo de réemploi dont parlait Julien. Il n'était pas dans l'appel d'offres initial. On l'aurait mis dans l'appel d'offres initial, on n'aurait pas eu de réponse. On aurait eu des réponses qui auraient été complètement hors sol financièrement. Comment est-ce qu'on a réussi à le faire? Simplement parce qu'on s'est bien entendu avec l'entreprise. On a eu quelques années pour travailler avec lui. Et qu'à la fin, il s'est dit, tiens, on pourrait peut-être faire ça, et qu'il s'est piqué au jeu. Donc en fait, on arrive à faire plein de choses ensemble. Mais c'est vrai que ce cadre réglementaire, parfois, nous alourdit sévèrement. Pèse et alourdit. On aurait besoin, non pas de l'amoindrir, mais en tout cas d'y intégrer du réemploi pour aller plus loin. Tout à fait. Vous avez le mot de la fin, Julien. Merci. Non, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce qui est quand même hyper important, ce serait que la thématique de la frugalité, de recourir à des bâtiments plus performants thermiquement, plus économe en carbone, etc., ne doit pas nous dévier de notre objectif fondamental de créer une belle architecture, de travailler sur un aménagement du territoire qui a du sens. Et ça, c'est primordial. Quelque chose qui est bien fait tout de suite restera là longtemps. Et je pense que la plus grande frugalité, c'est sans doute ce qui sera durable dans le temps. Donc des ouvrages, des bâtiments, des aménagements qu'on pourra retrouver d'ici 100 ans. Et peut-être que des fois, on se laisse un peu bercer par d'autres thématiques qui peuvent nous faire de l'architecture qui est peut-être considérée un tout petit peu plus jetable que durable. Donc il faut être très vigilant. Attention à l'architecture jetable, c'est ce que je retiens.
Merci beaucoup messieurs d'être venus nous parler de frugalité, de construction frugale, et on voit bien que c'est un sujet très important, global. Il nous aurait fallu plus de temps, mais c'est déjà pas mal. Merci d'être venus nous en parler ici sur le plateau de Bâti-Journal TV. Un échange à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Forum international Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. Merci.